Écran de nuit, le 38, thème de la semaine, non pas les écrivains produisant des essais sur un autre écrivain, mais la dérive d'un écrivain vers un autre écrivain en passant par le lieu. Je vous avais dit une sorte d'emboîtement qui fait que vous parlez du même point, du même lieu. Et à ce moment-là, la relation de l'autre avec ce lieu, qui pose l'écriture de l'autre, et donc vous aide à travailler votre écriture par l'écriture de l'autre, devient plus concrète, plus matérielle. Et ben c'est un drôle d'exercice, fascinant, rare, difficile, et justement, avançant au hasard, je me suis aperçu que ces livres-là, je les gardais dans un petit coin spécial de mes étagères. C'est sans doute pas indifférent aussi à ce qui m'est arrivé au mois de juillet dernier à Providence, sur les lieux comme ça de Lovecraft. Vous savez, à 11 ans, problème nerveux, la mort du grand-père, il sort de l'école, un ami de la famille s'occupe du télescope tout neuf de l'université. C'est le moment où on va découvrir Pluton, c'est le moment où on construit aussi d'autres grands télescopes dans la cordillère des ondes. Et le gamin de 13 ans à 17 ans va être déscolarisé, donc va être tous les soirs là avec l'astronome en train de regarder lui aussi. Et c'est lui, Upton, qui lui confie la petite rubrique hebdomadaire qu'il tient dans le journal local d'astronomie. Ce sera la premier déclenchement comme ça de Lovecraft pour l'écriture. Et ces choses-là, pour moi, ça aussi c'est rare dans la vie. Je me souviens, c'était le centenaire de la publication de Swann. Je devais faire une lecture tout en haut comme ça de la petite maison dite maison de tante Léonie, même si le Combray du temps perdu, c'est bien sûr la concaténation de 3 ou 4 maisons familiales. Et alors évidemment, on ne peut pas faire ça sans beaucoup d'émotions. On n'a pas le droit de se planter en gros, mais c'est plus que ça. Et puis le bus qui devait amener les gens du colloque, ou en tout cas ceux qui devaient assister à la lecture, était parti visiter, je crois, justement le Haussonville de Swann. Et puis ce bus était en retard. Il y a eu 1 heure de battement où on était strictement deux, dans cette maison déserte d'Illier-Combray, un dimanche, là, dans l'intimité de Marcel Proust. Le livre de Jérôme Prieur s'appelle Proust fantôme. Vous voyez, la couverture, c'est tout simplement un objet minimum. C'était Le Promeneur, c'est Gallimard qui fait Le Promeneur, j'en sais rien. Puis tout ça, moi, ce qui est bizarre, c'est que les lectures, vous savez, on les garde tellement... j'arrive pas à mémoriser les visages. J'ai beaucoup de mal à savoir moi-même un atelier d'écriture. Est-ce que je l'ai fait à telle période, à telle autre? Le stage que j'ai fait à Kiel sur la Baltique, oui, ça devait être avant le Québec, mais en quel moment précisément, je sais pas. Il faut que je revienne dans mon ordinateur pour arriver à retrouver les emails et tous ces trucs-là. Par contre, le souvenir de ce qu'il y a dans les livres, j'ai jamais compris comment lui restait intemporel, intouché. Bon, c'est des bizarreries qu'on a chacun. J'ai une mémoire grande aussi des conversations, pouvoir refaire comme ça à plusieurs le lendemain, ou à plusieurs semaines, ou à plusieurs mois, voire des années de distance, restituer comme ça un ensemble de paroles. C'est pas clair la tête pour chacun. Donc ce livre, imprimé en septembre 2001, j'ai dû l'acheter quasiment à parution, évidemment. Je suis toujours curieux de ces choses de Proust. Jérôme Prieur, pour moi, c'est pas quelqu'un de forcément proche, on ne s'est pas rencontré, on a des amis communs. C'est quelqu'un qui a écrit, par exemple, sur la lanterne magique. Vous savez le rôle que ça tient chez Proust, mais c'est important, la lanterne magique. Le cinéma ne s'est pas inventé à partir de l'histoire de la photographie. Le cinéma s'est inventé à partir de l'histoire de l'image animée, et l'image animée, c'est depuis le XVIIe siècle, celle de la lanterne magique. À la Cinémathèque de Paris, on a, je crois, 17 000 de ces petits cartons mouvants comme ça, y compris documentaires, vous racontant le pôle sud, non, le pôle nord. Nuance.
Euh, Jérôme Prieur a aussi travaillé beaucoup le film lui-même, vous savez, avec Gérard Mordia, sur Artaud, sur la Bible. Bon, en tout cas, cette espèce de petit carré, qu'est-ce que ça intrigue aussi, cette forme parallélépipédique. Et ça, ces choses, il faut qu'on en tienne compte, nous, dans notre rapport au numérique, quand on cherche à travailler comme ça, la présence du texte à travers des objets qui ne sont pas, par essence, volumiques, puisque la problématique aujourd'hui, c'est d'oublier l'écran, de passer à travers l'écran. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je travaille beaucoup aussi sur ces questions de réalité virtuelle, ou des expériences qui se font directement avec les lunettes. Tout ça, on aura vécu, on aurait été rien que les dinosaures du futur, nous on dit. Mais revenons à Jérôme Prieur. Les traces de Proust, qu'elles sont banales. La maison d'Illier-Combray, non. Mais en même temps, on sait qu'en 1950, tout a été refabriqué dans cette maison pour restituer l'illusion du Combray de la recherche. Par exemple, moi, l'émotion qui me prend quand je suis dans la maison d'Illier-Combray, c'est de retrouver une maison des années 50. C'est-à-dire, je me retrouve chez mes grands-parents, exactement. Et dans ce mouvement de moi-même vers mon enfance, mais à ce moment-là, oui, bien sûr, tout ce qui me réveille ça a trait, a lieu, me fait rejoindre la recherche du temps perdu. Par contre, quand vous allez au Père-Lachaise, bon, j'ai raconté ce qui m'est arrivé avec la tombe de Nerval récemment, mais quand vous quittez ce coin dit des écrivains où il y a Balzac, Apollinaire, Nerval, et puis que vous allez voir la tombe de Proust sur cette espèce de plateau nu des hauteurs dans le Père-Lachaise, et puis c'est rien, quoi. C'est une espèce de dalle en granit, un peu stérile, un peu effrayante. Vous savez, dans mon livre sur Proust, j'ai raconté comment, à mon avis, le soir, il en sort. Et que cette espèce de couvercle, on l'a mis exprès comme ça pour qu'il puisse en sortir. Bon, Jérôme Prieur, il y va. Il raconte que lui aussi, il n'est pas très à l'aise au Père-Lachaise, devant la tombe de Proust. Il va à Illier-Combray, il va en Normandie, on a tous été à Cabourg, regardez le... Mais il va dans un endroit, c'est la chambre de Proust, boulevard Haussmann, qui est le lieu principal d'élaboration de la recherche. Maintenant, c'est le bâtiment d'une banque. La banque a tenu à conserver vide cet espace où, par définition, il n'y a plus rien, mais qui est quand même l'espace de Proust. Je pense qu'ils n'ont pas du tout conscience que le geste muséal qu'ils ont eu de fabriquer un espace vide, neutre de signes, mais le garder comme ça dans l'espace en 3D, à l'endroit même où Proust écrivait, c'est beaucoup plus audacieux et culotté que ces gens de banque devaient probablement l'avoir en tête. Il faut d'abord patienter dans le hall de la banque d'affaires qui occupe à présent le 102 boulevard Haussmann, comme si l'on venait négocier un découvert ou discuter d'un placement. C'est uniquement le jeudi, après le déjeuner, il y a 5 ou 6 personnes avec des airs de conspirateurs qui s'ignorent. L'hôtesse nous a distribué une brochure pour nous mettre en condition. L'Américain à la peau grêlée, enfoncé sur la banquette à côté de moi, me désigne brutalement un nom propre, ne sachant comment le déchiffrer, craignant de confondre. J'insiste sur la dernière syllabe. Q. Je répète exprès. Q. Robert de Montesquieu. Le Texan hoche la tête, rasséréné, et se remet à souligner toutes les phrases qu'il estime essentielles. On monte enfin au 2e étage. Une demoiselle nous conduit. Le palier est une station de pèlerinage. C'est là que Proust a écrit La Recherche. C'est là qu'il est venu habiter après la mort de sa maman. Elle connaissait l'immeuble car sa tante y vivait. La jeune fille répète plusieurs fois le mot « maman ». La maman de Proust. On se sent un peu de la famille. Nous avançons dans le couloir. Autrefois, c'était celui de l'immeuble mitoyen. La jeune fille explique que Proust ne quittait pas son lit. Elle parle fort. C'est là qu'il trouvait l'inspiration. Aussi avait-il soigneusement choisi cet appartement qui pourtant n'était loin ni du bruit, ni des marronniers du boulevard, ni de la poussière de la ville, à mi-chemin de la place Saint-Augustin, de la place Saint-Lazare. Puis nous poussons la porte. Nous pénétrons dans la pièce. Du liège recouvre les parois de la chambre, mais ce sont de simples feuilles d'ornement qui habillent les trumeaux. L'écorce qui carapassonnait autrefois l'espace vital des murs jusqu'au plafond n'était pas traitée. On se serait cru à l'intérieur d'un bouchon. C'était une grotte
une carrière toute noircie à force de fumigation. L'idée venait de son amie Anna de Noailles, qui la tenait de Henri Bernstein. Elle lui avait conseillé cet aménagement pour rendre complètement étanche son habitacle, pour le couper du monde. Dans l'appartement au-dessus, un dentiste américain avait installé son cabinet. C'était l'époque héroïque de la roulette. Et le praticien avait même cru bon de se marier avec une musicienne, une harpiste. Les vrais meubles sont partis. Quelques-uns sont au musée Carnavalet, le lit de cuivre, les tables de nuit, le fauteuil. Le portrait de Proust par Jacques-Émile Blanche n'est qu'un agrandissement photographique, encore plus plat en noir et blanc, malgré son camélia. Dans le grand salon boisé, aujourd'hui la salle du conseil d'administration, tout a disparu, sauf le plancher en point de Hongrie, qui est d'époque, la demoiselle insiste. Sur le palier, où existait déjà l'ascenseur, mais c'était un autre modèle, on peut apercevoir le corridor de Céleste, sa gouvernante, sa femme de chambre, sa garde-malade, sa dame de compagnie, et l'œil de bœuf qui lui permettait de contrôler, comme les transports de fonds, les allées et venues de son maître, la mine de ses visiteurs, et surtout les femmes trop parfumées. Une autre dame de la banque s'est jointe à notre petite troupe, elle surveille le déroulement des opérations, elle acquiesce, elle ajoute un détail, c'est que notre petite Cicérone est nouvelle dans le service. Sans la contremaîtresse, elle aurait peut-être oublié l'essentiel, d'ouvrir près de la cheminée de marbre blanc, qui est d'origine, le tiroir de la commode, qui n'est plus la commode de Proust, et d'en sortir une corbeille d'osier pour faire la distribution de petites madeleines, enveloppées dans leur sachet de cellophane. Jérôme Prieur, Proust fantôme. C'est la semaine des petites choses fétiches. Qu'est-ce que vous voulez? À demain.